Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à Raw Material Company, qui est un centre d'art pour l'art, le savoir et la société. C'est une initiative qui s'articule autour du commissariat d'exposition, de l'éducation artistique, de résidence, de la production, de savoir et de la documentation de la théorie artistique et de la critique d'art. Le programme est transdisciplinaire et se nourrit de la littérature, du film, de l'architecture, de la politique, de la mode, de la cuisine et de la diaspora. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme public intitulé Politique culturelle, qui s'appuie sur une réflexion ciblée et globale autour de politique culturelle au Sénégal, héritage, enjeux et défis. Ce moment est en rétrospective des temps, des personnes témoignant la vision de la structuration de la politique culturelle, ainsi que les différentes éditions de moments comme la Biennale de Dakar, la culture et les savoirs jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on a pu faire ce programme public en collaboration avec Aboubacar Demba Sissoko, qui est journaliste culturel et critique de cinéma sénégalais. Et il est longtemps collaborateur avec nous, avec le programme Raw Ciné Club. Et oui, je passe le micro. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Madame Ndeye Diagne, qui est planificatrice et spécialiste en gouvernance et management public avec 20 ans d'expérience dans le secteur de la culture. On est également ravis d'accueillir notre cher professeur, M. Ibrahim Awan, titulaire de littérature et civilisation africaine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et aussi le président du conseil d'administration du Musée des civilisations noires. Professeur Awan, qui vient de présenter l'ouvrage et politique culturelle au Sénégal, acquis et défis à travers le Festival national des arts et de la culture qu'il a présenté hier au Centre culturel Blaise Senghor. Oui. Je te repasse là. Alors, en modération, nous avons le professeur Babacar Diop, qui est professeur titulaire de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop, où il enseigne au département de philosophie. Son travail s'inscrit au croisement de la philosophie, de l'esthétique, des arts et des cultures africaines en dialogue avec les enjeux contemporains de la mondialisation, de la santé, de la décolonisation et de l'écologie. Depuis 2020, il dirige l'Institut supérieur des arts de la culture de l'UCAD et depuis 2019, le groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et les identités. Donc sans plus tarder, on va donner le micro à Aboubacar Demba Sissoko. Mais vous avez tout dit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Juste deux phrases, c'est que ça a introduit, c'est pour ça qu'on l'a appelé conversation introductive. Ça lance une série de sessions ici entre cinéma, musique, panel, discussion, tout le thème. Et donc c'est des regards croisés que nous voulons sur les politiques culturelles telles qu'elles ont été définies, telles qu'elles sont définies, telles qu'elles sont mises en œuvre depuis plus de 60 ans, avec des événements qui jalonnent cette histoire. Et donc, on est ravis de vous recevoir ici. Et il y aura une deuxième partie au mois de mars et une troisième partie au mois d'avril. Et nous vous donnerons les informations au fur et à mesure que les dates vont approcher. Voilà. Merci. Merci beaucoup à Aboubacar, merci beaucoup aussi à Filia Marie. Voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à tous. Remercier d'abord le matériel, hein. Donc vraiment pour ce qu'elles font, voilà, les filles, depuis maintenant plusieurs années. Remercier toute l'équipe de Raw Material et d'abord par Jean-Fatoumata Bintourasso ici, voilà, que j'ai l'habitude d'appeler ma fille. Et donc remercier vraiment toute l'équipe, remercier aussi toute l'assistance. Je n'ai pas besoin de vous présenter puisque les filles l'ont fait. On va aller directement au but. Donc comme l'a dit Aboubacar, c'est
donc concertation introductive, parce qu'il y a un cycle peut-être de conférences qui va donc venir au mois d'avril, au mois de mars. La politique culturelle au Sénégal, héritage, enjeux et défis. D'abord, pour le gagnant, vous qui avez été dans la direction des arts pendant donc, plusieurs années, je ne sais pas combien d'années, 5 ans. Donc, au regard de votre expérience à la direction des arts, quels ont été les principaux défis structurels des politiques au Sénégal? Merci beaucoup, professeur. Avant tout, je voudrais remercier les organisateurs, spécialement Aboubakar Demba Sissoko, mon grand frère, pour l'invitation et bien sûr pour les filles de vos matériels. Et je suis vraiment honorée aujourd'hui de venir parler de mon expérience à la direction des arts, mais aussi à la cellule d'études et de planification du ministère. Et je pense que cette expérience aussi nous a beaucoup permis de peut-être d'identifier plusieurs défis. Parce qu'on a beaucoup eu l'occasion au niveau de la cellule d'études et de la planification, parce que c'est là-bas que s'élaborent l'aide de politique sectorielle, à faire un diagnostic du secteur, à essayer de proposer un plan stratégique et également de faire de la prospective. Donc, avec toutes ces expériences, nous avons identifié peut-être 4 à 5 défis majeurs. Comme nous, en premier, c'est vraiment l'insuffisance de l'architecture institutionnelle de la coordination au niveau du ministère. Parce qu'on sait que la politique culturelle, entre guillemets, au Sénégal, elle est développée par le ministère de la Culture, bien sûr. Dans ce processus-là, ça doit être inclusif et ils doivent impliquer les acteurs culturels, mais il n'y a pas assez de coordination. Aujourd'hui, je suis à l'aise pour le dire parce que le principal problème, c'est le manque de continuité. Peut-être que certains auront du mal à comprendre un peu ce que je veux dire parce que les politiques culturelles, en tout cas les orientations, dépendent de l'autorité du moment. Il n'y a pas de continuité. Je peux donner des exemples. Tel ministre vient en déroulant le programme de la diversité culturelle en disant que c'est son événement phare. Quelqu'un d'autre viendra dire que pour lui, c'est le numérique, autre chose. Ce n'est pas mauvais en soi, mais le souci est que il y a une discontinuité. On n'arrive pas à évaluer en tout cas l'efficacité des politiques qui sont déroulées. Donc ça, c'est un très grand problème. Le deuxième, c'est l'absence de cadre de collaboration. Nous savons que le secteur de la culture est un secteur transversal. Donc, il doit être aujourd'hui en mesure de travailler avec le ministère du Tourisme, le ministère de l'Artisanat et d'autres ministères aussi. Il y en a plusieurs. Malheureusement, il n'existe pas de cadre de coopération. Donc, on a des actions isolées. Et ce qui fait que du point de vue de l'efficience et de l'efficacité, ça laisse beaucoup à désirer. On va parler aussi du défi lié au financement. Certains parlent de déficit de financement. Moi, je dirais insuffisance des mécanismes de financement, pas du point de vue du nombre, mais plutôt du point de vue peut-être de la masse, du montant. Il est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de fonds un peu dispersés, le fonds de développement des cultures urbaines, le FOPICA pour le cinéma et un fonds de... Voilà, on doit en avoir 4 ou 5, et même 6, voilà. Malheureusement, de ce point de vue-là, il n'y a pas assez de coordination pour les fonds, mais il y a un autre souci. Ils peuvent être difficiles d'accès par rapport aux personnes qui ne sont pas à Dakar. Donc, pour plusieurs choses, des fois, l'information ne passe pas, des fois, le niveau de formation aussi pêche. Donc, du coup, on va dire que la plupart des personnes qui bénéficient de ces fonds-là sont à Dakar. Peut-être un autre problème de ce financement-là, c'est la faiblesse du mécénat et du sponsoring. On n'en a pas beaucoup au Sénégal. D'autres modèles d'autres pays ne parlent pas de la faiblesse de l'accompagnement de l'État parce que justement, il y a un secteur privé fort qui relaie l'État
et ils accompagnent beaucoup le secteur privé culturel. L'autre souci, défi aussi, c'est la centralisation excessive à Dakar. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau national, les infrastructures sont concentrées à Dakar, les scènes sont concentrées à Dakar, et la formation également. Donc, ça limite l'accès aux acteurs culturels qui sont dans les régions. Et un autre point qu'il faut quand même toucher du doigt, c'est le manque de structuration des filières. Que ce soit dans la musique, dans les arts visuels, dans le cinéma, le théâtre, ce n'est pas le désert, mais il reste beaucoup de choses à faire au niveau de la chaîne de valeur, en tout cas du développement de la chaîne de valeur. Donc, il y a aussi le souci, quand on parle de structuration, le manque de statistiques. Le manque de statistiques culturelles au Sénégal est un problème criard. Il ne permet pas aujourd'hui aux autorités de pouvoir se dire que la culture apporte tant dans l'économie du pays. Donc, ils ont du mal aussi pour pouvoir réinjecter des ressources dans la culture. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, par ricochet, le problème de la formation, c'est primordial. Aujourd'hui, pour la formation diplômante, nous n'avons pas grand-chose, en tout cas du niveau académique, licence, master. Donc, on parle depuis plusieurs années de la réforme de l'École nationale des arts. Je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus, mais aujourd'hui, c'est un impératif. Et l'impératif aussi, c'est qu'il faut qu'ils mettent à jour les différentes filières qui sont au niveau de cette formation-là. Pour la formation continue, on en parle beaucoup. Il y en a beaucoup. Les acteurs culturels, c'est une pierre à l'endroit, adorent avoir une activité, formation dans leur festival. Ce n'est pas mal, mais ces formations-là gagneraient à être plus structurées. Moi, j'aime bien donner l'exemple de Impact Sénégal, qui était Sénégal Talent Campus, qui est devenu aujourd'hui Impact Sénégal, qui est allé travailler avec le ministère de la formation professionnelle, qui a créé des curricula, qui aujourd'hui forment des professionnels avec le standard qu'il faut. Donc, je pense que le dernier défi, est relatif au retard dans l'adaptation du numérique. Voilà, l'environnement professionnel. Mais aujourd'hui, les politiques publiques n'ont pas pleinement encore pris en charge cet aspect. Donc, professeur, je pense que j'en ai... Merci, qui a relevé 5 défis donc ici. D'abord, l'architecture institutionnelle. Ensuite, le fait qu'il n'y a pas de continuité donc à chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive. Tu as aussi parlé du cadre de collaboration, du financement, des financements, mais aussi de la formation, de cette standardisation excessive donc à Dakar, parce que tout est concentré à Dakar, malheureusement. Et toujours dans la continuité de ton propos, je vais donner la parole à Ibrahim Ouad. Et Ibrahim, tu as présenté hier ton livre sur les politiques culturelles. Donc, la question que je pose ici est de savoir comment les politiques culturelles au Sénégal sont-elles construites historiquement, notamment depuis la période sémorienne. C'est une question qui traverse toute l'histoire politique du Sénégal, mais qui me semble aussi importante dans la continuité de ce que vient de dire. Merci. Bonsoir à tout le monde, merci Babacar. J'ai combien d'heures? T'as 2 minutes. C'est une question très longue, mais bon, voilà. Bon, voilà, donc je vais être, comment on appelle ça, télégraphique. Voilà. Alors, effectivement, les politiques culturelles au Sénégal ont une longue histoire, au moins qui démarre avec les indépendances, si on peut rester dans le cadre de l'État de la République du Sénégal. Et on peut dire que depuis le premier plan, d'abord ça commence par Senghor. C'était Senghor qui, même depuis les années 30-40, de la négritude, de la culture, et qu'il va reformuler au début de son magistère avec cette phrase simplifiée, plus tard bien connue, la culture au début et à la fin de tout développement. La priorité à l'économie, mais la primauté à la culture. Donc il y a toute une théorie autour de la place de la culture qu'il matérialise en tant que chef de l'État, déjà dans le premier plan quadriennal de développement
économique et social, parce qu'il y avait des plans quadriennaux jusqu'en 1981, pour les 4 ans, il y a un plan. Et déjà, dès le premier plan, il fixe un peu l'horizon en mettant la culture au centre du plan, au centre des projets politiques, économiques et sociaux. Par exemple, dans ce premier plan-là, 1961-1964, déjà, il prévoit la construction des premières infrastructures qui doivent porter la politique culturelle, des premiers investissements. Le théâtre de Jardin de Sorano, ce qu'il y avait, c'est le théâtre du Palais, depuis la période AOF, c'est le grand théâtre de l'époque. Senghor disait, à partir des indépendances, qu'il fallait un théâtre digne de l'image et de la société du Sénégal. Le théâtre du Palais s'appelait 400 places, mais c'était la grande salle de l'époque. Le théâtre Sorano, c'est autour de 1200 places. Donc, il fait construire à partir de 63-64, puis il est en 65. Le musée dynamique, même période, c'est 65, 66, c'est ouvert en 66. Et le troisième pilier, c'est les manufactures, ce qu'on appelle la manufacture de tapisserie de Thiès, qui deviendra la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Ça, c'est déjà dans le premier plan, 1961-1964. Et après, ça continue. Et à ce moment-là, ce qu'il y a, c'est un ministère de l'éducation d'abord. Ensuite, le ministère de l'éducation et de la culture à partir de 62. Et puis, à partir de 66, au lendemain du Festival mondial, il y a un ministère des Affaires culturelles qui est créé. Comme en France, reprenant Malraux, le poste que Malraux tient en France, mon boss, Malraux est ministre d'État, évidemment par rapport à sa carrière de grand écrivain, grand intellectuel. Et le Sénégal est l'un des rares pays. Il n'y a pas plus de 2 ou 3 pays à l'époque qui ont un ministère de la culture, même si les gens font de la culture. Hein. Mais la culture est dans l'éducation, dans la jeunesse, etc. Mais la France, le Canada, je crois que c'était les rares pays. Le Sénégal, c'est le 3e ou le 4e pays au monde à créer un ministère de la culture. Et le processus continue. Commissariat aux expositions d'art à l'étranger, création du centre culturel africain, parce que jusque-là, ce qui existait, c'est le centre culturel américain, le centre culturel français, le centre culturel allemand, le centre culturel britannique. Donc le Sénégal n'a pas créé le centre culturel sénégalais, mais le centre culturel africain. Donc Blaise Senghor est ici le petit-fils du centre culturel de Dakar, parce qu'après ça va être les centres culturels régionaux, mais Blaise Senghor, c'était le centre culturel africain, Blaise Senghor. Quand la politique des centres régionaux a commencé, c'est devenu le centre régional de Dakar. Il y a le centre régional de Saint-Louis, Thiès. Donc c'est la politique du centre africain. Dans le même processus, la création du bureau du Sénégal du droit d'auteur. Donc ça également c'était révolutionnaire en Afrique. C'était l'un des premiers bureaux dans toute l'Afrique qui prenait en charge là. Jusque-là, les bureaux qui existaient en Afrique, c'est des bureaux qui gèrent l'intérêt des auteurs français ou européens en Afrique. Parce qu'ils sont vendus en Afrique. Les artistes sont écoutés en Afrique, par la radio, ils font les concerts. Donc, les bureaux africains s'occupent des intérêts des artistes occidentaux en Afrique. Ou de quelques rares africains qui sont inscrits à ce bureau-là. Donc, le bureau sénégalais d'auteur, qui voulait dire autre chose. C'est la loi sénégalaise du droit d'auteur de Gary en 1973. Donc, il y a toute une infrastructure qui se crée à partir de là, qui met l'État au cœur du dispositif et qui met la culture au cœur de la politique. Évidemment, à partir des années 80, tout le monde connaît la crise qui commence déjà dans les années 70, qui met un peu en mal cette politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réinvention. Parce que souvent, ce qu'on fait, quand on fait un regard historique, 1960-1980, Senghor, après ce que j'ai cité là et d'autres choses, donc ça se passait très bien. Et on dit 1980-81, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a la crise, il y a Boudif qui arrive, etc. Donc c'est faux. C'est très paresseux. Il y a effectivement un changement. Il y a des difficultés, il y a des restrictions budgétaires, mais il y a aussi un autre souffle. Il y a une façon de concevoir la culture, on est conscient de l'image que le Sénégal a, du standard que le Sénégal a, d'abord. Et d'autre part, les acteurs eux-mêmes réagissent à cette crise, se réinventent par rapport à cette crise. Ceux qui étaient sevrés, mais se rendent compte qu'ils sont sevrés, mais qu'ils doivent survivre. Donc, ne serait-ce que ce mouvement-là, il devient plus intéressant à la limite que, finalement, pour nos chercheurs, que la période précédente. Et c'est dans cette période-là qu'on a la Biennale de Dakar. C'est dans cette période qu'il y a les Grands Prix. C'est dans cette période qu'il y a la Galerie nationale, le Village des Arts, Doutesec, Fesnac, sans compter ce que les acteurs ont eux-mêmes fait. Les acteurs deviennent des entrepreneurs. Puisque l'État n'était déjà pas forcément présent comme il le fallait, il se retire. Donc les acteurs se prennent en charge. C'est comme ça qu'on a des acteurs, des plasticiens qui créent des galeries, qui commencent à se prendre en charge, des musiciens qui deviennent des entrepreneurs, etc. Donc il y a un mouvement de remise en cause, de réajustement qui se fait. Et ça continue jusqu'à la période où il y a également un autre souffle
par rapport à la culture dans l'économie, où les grands travaux sont aussi portés par le président de la République, les grands travaux dans le domaine de la culture sont portés par le chef de l'État. Ça, c'est aussi intéressant par rapport à l'Afrique, aux autres chefs d'État africains. Autant Senghor était relativement spécial par rapport aux autres chefs d'État, par rapport à sa dimension intellectuelle, la place qu'il donne à la culture, autant quelqu'un comme Abdoulaye Wade était aussi un autre profil intéressant par rapport au reste du monde. Et je pense qu'il y a eu des évolutions, il y a même eu des ruptures, mais chaque régime a cherché à positionner la culture par rapport au contexte, par rapport à ses priorités. Voilà, donc, puisque je n'ai que 2 ou 3 minutes. Merci, merci qui a fait une belle traversée de cette politique culturelle au Sénégal, des années 60, avec le premier plan. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces plans-là symboliens, il y a les rapports, mais aussi il y a les libertés 2 et 4, où Senghor revient largement sur sa politique culturelle. Je vous invite à aller peut-être lire ces plans-là, les plans, surtout les plans économiques. Senghor revient sur ces plans-là dans les libertés paires. Voilà, je confonds avec les libertés impaires. Les libertés paires, donc 2 et 4. Donc, Juan a parlé des différents profils de Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, donc du tout Macky Sall. Merci beaucoup. Avec toutes ces créations que Senghor a mis en place, Sorano, le milieu dynamique, mais aussi les hectares de caisse, et bien après aussi Abdou Diouf. C'était vrai que c'est une erreur de dire qu'Abdou Diouf a balayé tout ce que Senghor avait fait, mais il a mis en place quand même des choses importantes comme la Galerie nationale, comme la Biennale de Dakar. Et je pense qu'aujourd'hui, la Bénin fait partie quand même dans le monde des événements les plus connus. Abdoulaye Wade aussi, pas qu'on puisse dire, il y a des projets qui sont restés et qui sont aussi importants. Oui, voilà, les 7 merveilles, même s'il n'a pas réalisé les 7 merveilles, mais il avait l'idée de réaliser les 7 merveilles. Donc, pour revenir donc à Khoudia, selon vous, quelles leçons peut-on tirer des politiques culturelles passées pour construire aujourd'hui, si vous voulez, une stratégie plus inclusive et plus durable? Ce que le professeur Juan a exposé tout à l'heure, c'est vrai que chacun des présidents est venu avec une vision, avec des réalisations. Mais moi, je reste convaincue que les politiques les plus efficaces sont articulées autour d'une stratégie. C'est une déformation, je suis planificateur. Je pense que pour arriver à un résultat, il faut forcément suivre une ligne, on va dire. Mais bien sûr, avec la co-construction avec les professionnels. Nous, à un niveau plus micro, on a eu pendant l'élaboration, la conception justement de ces lettres de politique sectorielle à travailler avec l'ensemble des acteurs. Que ce soit les acteurs culturels, que ce soit les élèves, que ce soit les universitaires, pour pouvoir avoir un document qui traduisait la vision de la culture du président qui était en exercice. Donc je me dis qu'à un niveau plus macro, si ça se fait, ça pourrait avoir beaucoup plus de cohérence. Il est important aussi que la politique culturelle puisse intégrer les diverses orientations dans les régions. C'est important. La plupart du temps, c'est le niveau central qui donne le ton, alors qu'on sait que dans les régions, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de potentialités et de ressources. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est doter ces territoires-là d'infrastructures, de moyens matériels, financiers et humains. Et je pense aussi qu'il faudrait diversifier le financement. Voilà, que le secteur privé s'implique un peu plus dans le financement de la culture. Et ce qu'il faudrait aussi, ce qui n'est pas encore le cas, c'est de mettre en place une réelle politique de développement des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment le cœur, en tout cas tout ce qui est financier de la culture, et essayer d'innover dans les modèles économiques. Les acteurs culturels au Sénégal
le principal bailleur, c'est l'État. Donc, il ne cherche pas à chercher d'autres financements. Donc, je pense aussi que c'est important. En fait, ma question, c'est de savoir quelles leçons on tire des politiques culturelles de Senghor, de Wade et même d'Abdou pour qu'on puisse construire demain un autre type, un autre modèle de politique culturelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne pense pas que c'était de réelles politiques culturelles. En réalité, pour moi, c'est des divisions qu'ils ont matérialisées par des actes. Je pense qu'une politique culturelle demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'inclusion et de construction pour pouvoir y arriver. Moi, je vais donner un exemple. En 2024, l'OIF a fait une étude sur les États africains de l'Ouest et du Centre sur le statut de l'artiste. Donc, il y avait une vingtaine de pays. Et dans cette vingtaine de pays-là, la moitié n'avait pas de politique culturelle. Quand je parle de politique culturelle, les gens peuvent se dire que c'est parce que tout à l'heure, tout ce que le professeur Ibrahim Awan a dit... Donc, Senghor n'avait pas de politique culturelle pour toi? Pour moi, non. Il faut lire quand même les libertés. Je pense que c'est important. C'est pas... Oui. Senghor avait un plan quinquennal bien défini pour définir la politique culturelle. Un plan quinquennal. Oui, un plan quinquennal. C'est vrai que c'est un plan global, mais dans ce plan global-là, il précise bien des actes culturels. Oui. Donc, voilà. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis que chaque président est venu avec sa vision, avec des actions pour mettre en œuvre sa vision. Pour moi, une politique culturelle, elle doit être au-delà de personnalité. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils l'ont fait un peu tard, mais la Côte d'Ivoire s'est dotée en 2014 d'une politique culturelle inscrite dans la Constitution. Donc, je pense que c'est important. Pour moi, qui ai eu l'occasion de travailler dans l'administration, c'était frustrant pour nous qu'à chaque fois qu'un nouveau président arrive, qu'il change complètement la vision et qu'il vienne avec une autre vision. On peut avoir des nouveautés, mais pour moi, cette continuité-là, elle est importante pour pouvoir, à un moment donné, évaluer ce qui ne va pas, ce qui va. Mais le souci, c'est que puisqu'il n'y a pas de cadrage, chaque président qui vient, il va comme lui, il veut. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je parle de politique culturelle qui pourrait être supra. Qu'on ne laisse pas la main, qu'on ne laisse pas librement les dirigeants venir orienter directement. C'est vrai, les gens vont se dire une fonctionnaire qui parle comme ça, mais c'est des choses que nous, on a vécues, de devoir, à chaque fois qu'il y a une alternance, de revoir la politique. C'est dans ce sens-là que j'en parle. Et vraiment, je te pose la même question. Quelles leçons pour tirer des politiques culturelles de Senghor, de Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade, pour construire demain un autre modèle de politique culturelle? Bon, je réponds quand même à partir des réponses que tu as données. Je ne vais pas faire comme si je n'avais rien entendu. Oui, elle a raison et elle a tort en même temps. Parce qu'il y a une évolution, c'est normal. Il faut que ça commence à un point pour aboutir. C'est ça d'ailleurs le sens de votre question. Ça commence à tel point, il y a des évolutions maintenant. Quel bon on devrait faire à partir des leçons tirées. Donc tout le monde était d'accord que le Sénégal avait non seulement une politique culturelle, mais une politique culturelle particulière, qui était en avance par rapport aux autres. Le Sénégal consacrait énormément d'argent pour la culture comparée aux autres pays. Même au Sénégal, il y a des gens qui contestaient ça. Sorano aujourd'hui c'est petit, c'est 1000 places. Mais à l'époque, les gens ont dit, mais pourquoi construire une salle aussi immense? C'est un gâchis alors qu'il y a des paysans, il y a des problèmes. Vous imaginez, parce qu'on était en 1960. Donc, c'était une vision politique, une volonté politique. Et donc, après le festival mondial, le Sénégal est endetté. Oui. Et ça a eu des conséquences qui ne sont même pas étrangères à mai 68. Oui. Avec les histoires de bourse où l'État devait gérer l'université parce que la France venait de se retirer d'une bonne partie de ce qu'elle donnait à l'université. L'État a trouvé entre autres solutions le fractionnement des bourses jusqu'au tiers de bourse, pour dire. Donc c'est pour ces raisons-là que Senghor martelait ces phrases-là. La culture, vous devez à la fin, la culture c'est pas une affaire de chiffres, la culture c'est pas une affaire de quantité. Parce qu'il fallait se défendre. Il fallait défendre un peu ces investissements.
Mais en même temps, c'est intéressant, c'est qu'elle souligne le paradoxe. On est en face d'une politique culturelle très forte, un leader qui croit à la culture, qui dit que la culture a la primauté, mais il n'y a pas de document, c'est pas absence de politique culturelle, mais il n'y a pas de document dit de politique culturelle. Et encore moins de documents élaborés de façon collective, les techniciens, les acteurs. On est qu'en 1960. La preuve, dans les pays où il n'y a pas un leader comme ça, il n'y a presque rien. Il y a des pays où jusqu'à ce jour-là, il n'y a même pas de bureau de droit d'auteur. Alors que le Sénégal en a depuis 1972. Donc pas de document. Mais ce qui est intéressant, et Babacar le dit, il n'y a pas de document de politique culturelle, mais il y a de la politique culturelle dans tout ce que Senghor dit et écrit. Tu parles des libertés. Mais il faut aller au congrès du Parti socialiste, de l'UPS. Absolument. Donc, dans tout ce qu'il dit et fait, il y a 5 pages, 10 pages sur la culture. Seulement, les gens n'écoutent même pas ce qu'il raconte. Mais il est au congrès à la maison du parti en train de parler de l'Institut culturel, pourquoi il faut faire des centres, etc. Plein comme discours de politique générale, du secrétaire général de l'Union progressiste sénégalaise. 10 pages sur la culture parce que c'est inutile. Donc, dans tout ce qu'il dit, et c'est pourquoi d'ailleurs, en 1973, on a un livre qui s'appelle La politique culturelle au Sénégal, écrit pas par Senghor, par Mamadou Seyni-Mbeng, qui est un conseiller au ministère de la Culture, qui n'a fait qu'essayer de mettre sur papier ce que Senghor dit et fait. Bon. Et ça, c'était un des premiers pays à produire ce document-là. Le Sénégal est un des premiers pays à avoir un texte comme ça. Le Ghana, etc. Donc, et ça, c'est une série que l'UNESCO avait lancée pour encourager l'élaboration de politiques culturelles. Autre paradoxe, là c'est la partie Senghor. Abdou Diouf arrive, comme on l'a dit, en 1981 et lance justement le processus de mise en œuvre, d'abord de rédaction d'une politique culturelle. C'est ça qu'Abdou Diouf lance en 82. 81, il arrive aux États généraux de l'éducation, ok, on règle le problème de l'éducation. Pour la culture, il y a une équation. Que faire avec le nouveau contexte? Projet de charte culturelle. Tout le pays est impliqué, les universitaires, les artistes, les entrepreneurs, tout le monde travaille pendant 5 ans sur la charte culturelle nationale. Pas que les gens de la culture. Et ça également, c'est révolutionnaire. La charte a été dirigée en moment par Mamadou Madior Boye, elle a présidé les commissions de la charte, par Omar Kane, chef département d'histoire. Donc, la culture était l'affaire de tous les Sénégalais, Théodore Adrien, etc. Donc, mais il y a une charte, mais le paradoxe, c'est que cette charte n'est pas appliquée. Il y a un document de politique culturelle, mais qui arrive dans un contexte élection de 88, crise sénégalo-mauritanienne, etc. Mais par contre, des éléments de la charte sont utilisés par le ministre qui arrive, qui connaît la charte, ou par ça. Mais voyez le paradoxe. Là-bas, il n'y a pas de document, il y a une politique culturelle très forte. Ici, il y a un document, mais qu'on n'applique pas. Voilà. Et ce qui se passe à la fin du régime Diouf, c'est là qu'il commence à penser qu'il faut une politique culturelle. Pourquoi? Parce qu'il faut articuler la politique à l'économie. Avant, la culture est fondamentale, l'identité, etc. Il faut mettre de l'argent dans la culture. Là, on se rend compte que la culture peut aussi le rapporter. Et il y a eu la première lettre de politique sectorielle qui est élaborée en 1999. Et pour la première fois, une politique est élaborée et signée par le ministre de la Culture et le ministre de l'Économie et des Finances. 1999. Autre paradoxe, c'est au moment où Diouf quitte le pouvoir. Mais la tradition est restée. Depuis lors, il y a une tradition de lettres politique sectorielle, mais qui se heurte à l'instabilité. Le ministre il a juste le temps d'élaborer sa lettre, et après, voilà, on lui dit la lettre est élaborée, donc la mission est terminée. Il faut un autre ministre qui va aussi 2 ans après élaborer une lettre. Donc, cette dialectique entre le texte et la pratique. Parce qu'il y a politique culturelle, du moment qu'il y a une politique, il y a quelque chose qui se passe, il y a une politique. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce qu'il y a un document? Qui a élaboré le document? Est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'idéal. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe sur le terrain que nous, en tout cas, on doit analyser. Même si ce n'est pas l'idéal, il y a quelque chose qui existe. De rester avec toi, quel rôle nos universités, parce que tout est universitaire, nos universités, nos écoles et la recherche peuvent-elles jouer dans la formation des politiques culturelles? Bon, la politique culturelle, comme l'a montré la charte, et comme le montre aujourd'hui ce processus d'élaboration, c'est l'affaire de toute la société. Et naturellement, l'université a sa part à jouer, et je pense qu'elle ne joue pas en tant qu'institution. Souvent, c'est que les gens font, c'est d'utiliser des compétences à gauche et à droite. Mais ce qui est évident, il y a au moins 3 aspects sur lesquels on a besoin de chercher, que ce soit les domaines dans lesquels il évolue. Il faut un cadrage historique, il faut savoir ce qui s'est fait. Pourquoi bâtir quelque chose de nouveau? Donc, il faut cette profondeur historique.
peut-être que les chercheurs sont les mieux placés pour l'apporter. Il faut cette dimension économique qui est fondamentale aujourd'hui. Il faut la dimension sociologique, par exemple. Ce qu'on fait, on le fait pour des gens. On peut élaborer une très belle politique, mettre beaucoup de moyens, mais si les gens disent que compte à nous, c'est une petite d'évaluation, même si les plus grands statisticiens disent que c'est bon. Si le monsieur dit que je ne suis pas content, je ne le suis pas. Ouais. Cette dimension subjective qui rend les choses difficiles à évaluer. Donc, je pense que ce point de vue, les chercheurs, comme tous les métiers, tous les corps de métiers, ont un rôle à jouer dans l'élaboration et l'exécution des politiques. Merci. Une question maintenant à tous les deux, avant de donner la parole au public. D'abord, quelles devraient être les priorités? Je parle vraiment des priorités. Des priorités d'une politique culturelle au Sénégal pour les prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, ces priorités-là s'imposent à nous. C'est de bâtir une politique de développement, arriver vraiment au développement des industries culturelles et créatives, l'économie créative en général. Et c'est mettre en œuvre, en tout cas, toutes les des mécanismes qui permettent aujourd'hui à ces acteurs-là de se mettre à niveau par rapport au financement innovant, par rapport au streaming, par rapport à l'IA, parce qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre nous, on va dire, et les autres. Donc, je pense que c'est important. L'autre défi aussi, c'est aussi un défi pour la formation. Pour la formation, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau de la formation. Donc, pour les acteurs, je pense que pour l'État du Sénégal, ce serait bien de renforcer ces écoles qui existent, mais aussi de réfléchir à élaborer des programmes de formation pour mettre à jour. Et moi, ce que je plaide aussi, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais qu'il y ait en tout cas beaucoup de ressources affectées à la formation et surtout au numérique. Et peut-être le dernier point, c'est accompagner aussi les acteurs culturels au niveau pour la mobilité. C'est extrêmement important, ça leur permet aujourd'hui de voyager, de découvrir autre chose, de se bonifier. Je pense que c'est des leviers sur lesquels on peut se baser peut-être pour se projeter et peut-être inviter le secteur privé aussi à mieux soutenir le secteur de la culture. Parce que c'est aujourd'hui un secteur à fort potentiel économique. Donc je pense qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure ce secteur privé-là peut ne pas seulement accompagner, mais investir dans ce secteur-là. Je pense que peut-être que le professeur va compléter pour le reste. La parole est également pour les priorités. Oui, il y a beaucoup de... Moi, je vais rester sur les défis qu'elle a soulevés. Par exemple, sur la question des finances, qui est la question la plus évoquée par les acteurs eux-mêmes, déficit de financement. Et il y a une équation qui est posée pour le Sénégal depuis longtemps. Il y a l'État qui met beaucoup de fonds, etc., pour comparer en tout cas beaucoup de pays. Il y a un embryon de mécénat qu'il faut véritablement institutionnaliser avec l'accompagnement qu'il faut. Mais il y a surtout l'équation du système bancaire. Donc, le monde de la culture n'a pas accès au système bancaire. La culture étant considérée comme soit informelle, soit peu sûre en termes de rentabilité. Donc, on n'a pas une tradition de prêt ou de partenariat avec les banques. Et ça, c'est une question qu'il va falloir forcément régler parce que l'État ne pourra jamais porter le financement de la culture, en tout cas pour un pays ambitieux. Donc, il va falloir forcément trouver d'autres sources. L'autre question qu'elle a évoquée également, c'est la question de la formation. Le Sénégal a également avait pris une grande marge par rapport aux autres pays, avec l'École nationale des arts. Bon, quand on prend un tour de marche, la marche est tellement importante qu'on dort après. Donc, il y a une réforme en profondeur dont l'école a besoin, mais plus généralement, la difficulté qu'on a en termes de formation, de mon point de vue, c'est la question de l'articulation entre le ministère de la Culture, donc l'École des Arts, par exemple, qui est l'école qui dépend du ministère de la Culture, qui n'a pas vocation à porter les écoles, mais ça se comprend si on remonte à l'origine, au contexte. Dimension École des Arts, ministère de la Culture, dimension formation professionnelle, c'est ça. L'école forme pour des professions, des filières. Donc il y a forcément une articulation avec la formation professionnelle qui est portée par notre ministère, qui porte des formations connexes à celle de l'École des Arts. L'autre dimension, c'est vraiment la dimension universitaire. La preuve,
tu diriges un institut supérieur des arts et de la culture. Donc on a 3 ministères qui gèrent la question de la formation dans le domaine de la culture. C'est l'articulation-là. On ne peut pas continuer à l'ignorer, n'est-ce pas? Et plus généralement maintenant, la question des passerelles, tout simplement, entre culture, éducation, université, tourisme, économie, etc. C'est ça la grande question. Et non la question de est-ce qu'on a un ministère de tel ou est-ce que le ministère doit s'appeler tel. Quelle que soit la forme du ministère de la culture, si il n'est pas en articulation avec les autres, ça ne fonctionnera pas. Donc la question, l'équation des passerelles. Merci Bernard, M. Koudia. Pour ne pas être très long, donc je donne la parole. Ah oui, non, je voulais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Mais c'est surtout pour juste annoncer, c'est juste pour annoncer, quand même, pour préciser que c'est un livre collectif et Koudia est un des auteurs. C'est tout ça que je voulais dire. Du livre, et un autre auteur est dans la salle, c'est Amadou Thior, qui a dirigé l'association Cinécias, l'association du cinéma du Sénégal, réalisateur, producteur, etc. L'un des plus importants de notre paysage. C'est pas bien que je lui demande de signer, mais il est tellement modeste qu'il est drapé dans un anonymat incroyable. Je voulais le faire. Je voulais le faire. Donc vraiment, un livre à lire sur les politiques culturelles au Sénégal. Un volume donc qui est écrit par Danois. Donc il faut lire le... Oui, je vois des mains levées. Oui. Attends, toggle. Merci beaucoup. Je voudrais intervenir par rapport à toutes les interventions qui sont faites et en rebondissant sur les propos de Mme Diagne, qui a parlé de discontinuité des politiques. Chaque président qui arrive a une vision. Donc il faut remonter juste à partir de Senghor. Senghor a fait ce qu'il devait faire en tant que premier président avec une nation complètement, disons, nouvelle. Il fallait créer toutes les conditions pour que cet État puisse marcher. Que ce soit au niveau de l'administration. Tout le monde vous dit que c'est Senghor qui a créé l'ENA, qui a créé toutes les écoles. Et comme c'était le nom de culture, il a donné une part belle à la culture. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Et sa politique, c'était une politique de création des infrastructures. Comme Mme Diagne l'a vu, avec le théâtre Solano, et il y a eu aussi les centres culturels régionaux. Il a bien pensé cela. Je crois qu'à partir de ce moment, pour faire fonctionner l'école des arts, avec vraiment une vision, une formation adéquate. D'ailleurs, la preuve, on a toujours les Aliou Bayan, les camarades, tout ça, qui sont des gens qui ont été bien formés, non seulement au Sénégal, mais aussi ils allaient faire d'autres stages en France. Donc il a vraiment fait ce qu'il devait faire. Cependant, pour la culture, c'est les acteurs culturels. Dans une nation en développement, les acteurs culturels, ils décidaient déjà. Parce qu'avant les indépendances, il y avait un gouvernement culturel par rapport au théâtre surtout. Même les partis politiques avaient leur troupe théâtrale, comme le PAI, le PS et tout ça. Et il y avait des privés, la troupe de Louga, le ballet Sérère d'Abdou Mama, qui a été le fondement même de Sorano. Parce que quand Solal Senghor est venu et que Senghor qui est un homme de culture, il a dit de mettre en place le théâtre Solano, il a pris pour phagocyter le ballet Sérère d'Abdou Mama. Et tous ces éléments. Moi, j'ai même un collègue qui est déjà parce que moi, c'est un parent en plus. Donc, cependant, il fallait financer toutes ces choses-là. Parallèlement, à Solano, il y avait les troupes. C'était des privés. Je crois que ce qui a vraiment fait que cette politique n'a pas pu se continuer parce qu'il y a eu un effacement de l'initiative privée. Sorano a pratiquement concurrencé ces troupes. Et il y a eu des troupes, disons, de jeunes, c'est pas Traoré, les nouveaux Toucans, ils avaient créé des troupes, disons, privées. Mais ils avaient des moyens
de mobilité, des problèmes de mobilité. Et c'est là où l'État devait maintenant les appuyer. Et puis que l'État les a concurrencés. Alors, donc, et M. Senghor, par rapport aux arts plastiques, et je disais toujours que Senghor aimait tous les arts sauf le cinéma, parce qu'il y avait Senghor qui était là aussi, qui est politiquement. Parce que le cinéma d'avant, dans nos années, était un cinéma engagé. Nous, nos aînés ont mis la main à la pâte sur la décolonisation, parce que surtout la décolonisation culturelle. Alors donc, et pourquoi le cinéma était important, mais Senghor, ce n'était pas tellement son problème. Mais, donc, le financement, c'était quoi? C'était le financement de l'État. Et Senghor, en homme de lettres, vraiment admirateur du siècle des Lumières, c'était le prince. C'était le mécénat d'État. Senghor avait des arts partis plastiques, il avait ses préférences. Il avait, je ne me rappelle plus les noms, mais il y avait des artistes qui étaient ses artistes, quelque part. Alors c'est ce mode de mécénat d'État qui, après avoir effacé les initiatives, effacées, je ne vais pas dire, mais peut-être sans le faire exprès, mais les du privé aussi, délaissés, il n'y avait pas une politique pour les accompagner, parce que c'était des producteurs de biens culturels. Et c'est là où il faut qu'on n'a pas fait le déclic pour aller vers l'aspect économique. C'est un bien culturel qu'il faut monnayer. Je vous donne par exemple les troupes théâtrales. À part la troupe de Roubaix qui faisait tourner dans les régions, ils n'avaient pas besoin de l'État. Ils venaient, ils faisaient le cadre, plus qu'ils entouraient quelque chose et puis ils faisaient payer. Là, les troupes diamonétaires et tout ça, c'était des troupes. Je crois qu'il y a la région de Thiès qui garde un peu cette tradition. Et avant, il y avait un peu la région de Saint-Louis, mais c'est Thiès qui actuellement a cette tête de ces troupes qui peuvent se déplacer dans des régions, etc., tout seul, sans porter tout l'État. Et ça, ils produisent des biens culturels qu'ils monnaient. Je crois qu'il faut, c'est là, maintenant, il faut revenir à cela. Et donc, ce mécénat d'État a continué, arrivé à l'ajustement structurel, mais Abdou ne pouvait plus, on lui a dit, une croix sur l'éducation, la santé et la culture forcément. Et là où il y a eu ce qu'on appelait le slogan moins d'État, plus d'État. Le slogan il est bon. Et notre ami Fou Ngaïlo, bon, son âme, avait adhéré à ce slogan, c'est un politicien, mais moi j'étais d'accord avec lui. C'était quoi? C'est ce que je disais, il fallait que l'État se désengage dans le mécénat d'État en favorisant un écosystème où les privés, les banquiers peuvent appuyer les privés qui maintenant vont faire des productions culturelles, théâtrales, cinématographiques, mais avec un esprit de rentabilité. Et ça ferait que les privés même viendraient, au lieu de mettre dans le bâtiment, il fallait d'investir dans une pièce d'état, dans un film, etc. Alors, donc, maintenant, c'est arrivé maintenant, quand on a départé de l'assistance culturelle, les ministres qui arrivent, comme dit Mme Yann, chacun a envie de faire quelque chose. Comme l'a dit le professeur Wan, chacun a envie de faire quelque chose. Mais c'est pourquoi ça approche. C'est parce qu'on a infantilisé, suivant le terme, l'acteur culturel. On nous a infantilisés. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne. Moi, j'ai eu à faire une communication à la rencontre des intellectuels de la diaspora graphique et de la diaspora au Brésil, en 2010, je crois. Et je disais dans ma communication que les ministres de la Culture, quand ils arrivent, c'est comme, ils se comportent comme avec le griot, quoi. Ils ont des subventions qu'ils donnent à gauche et à droite, à la tête du client, etc. Ça, c'est pas une politique. Alors, maintenant, vraiment, chaque ministre, moi j'ai eu une personnalité qui m'avait dit une fois, parce que je vais aller trouver des projets, et il me dit, non, effectivement, c'est intéressant. D'ailleurs, le président, je ne vais pas dire lequel, mais il a envie d'avoir un événement culturel. Son événement culturel, la dimension du FESPACO ou des trucs comme ça.
Ce n'est pas à lui d'avoir une vision. Ce n'est pas un président ni un ministre de la Culture il doit avoir une vision culturelle. C'est nous les acteurs. Alors, il faut une implication. Je crois que il faut l'inclusivité des acteurs culturels en connivence avec les administrations pour vraiment vous faire avancer les choses. Et aussi, je reviens dans mon domaine dans le cinéma. Moi, à un moment, j'ai dit, vraiment, je stoppe. Je peux aller de guichet en guichet, il faut Bigard, à l'Union européenne, etc. Je n'ai plus l'âge pour le faire. Ça prend du temps. J'ai envie de tourner tout le temps. Il faut trouver un système. Et je dis, aux États-Unis, au Nigeria et tout cela, les gens, ils tournent sans avoir besoin de l'État. Mais qui a un accompagnement? Alors que moi, j'étais allé avoir un projet où quand la BN2 était formée, ils avaient fait un séminaire au Radisson. Et moi, ils avaient dit qu'ils allaient financer tout, même la culture. Mais quand j'ai parlé avec un banquier, il me dit, vous n'avez pas de visibilité. Parce que le banquier, le privé aussi, le privé il a de l'argent. Au lieu de mettre dans le bâtiment, il va envie de faire un film. Ou bien de faire des tableaux de maître, etc. Mais il veut savoir comment ça va se développer. Tu mets ton argent, ça va se retrouver où? Et le banquier me dit, on n'a pas une traçabilité. Et c'est là, voilà, l'autre problème, il faut créer le marché de l'art, ou bien les marchés de l'art. Si c'est le cinéma que je connais bien, le marché de l'art, la base, c'est la salle de cinéma. Et c'est toujours Ngaïdova, l'héritier de son âme, il disait que les capitales de la CEDEAO, 16 capitales, si chaque capitale avait un cinéma de 1000 places, il dit, je fais un film, je fais tourner, j'amortis, etc. Donc c'est ça le marché, etc. Et quand c'est les arts plastiques, ceux qui sont dans les arts peuvent savoir mieux ce qu'il faut. Et eux, ils se débrouillent bien parce qu'il y a eu des galeries, etc., etc. Et en ce moment, accompagner ces opérateurs culturels, que ce soit les cinéastes, que ce soit les artistes, que ce soit les troupes théâtrales. Je vous dis que si vous prenez à Rufisque, par exemple, où il y a un gouvernement encore, avec le Baïsopé, et il y a surtout les gens de Thiès. Moi j'habite ces gens, ils sont toujours à la troupe théâtrale du temps des PAI et tout ça. Ils savent faire des tournées avec le maire et ils font payer. C'est ça. Et après, ça survit. Et pour terminer sur ma colon, j'ai beaucoup, et j'avais dit à des gens du ministère de la Culture, il faut prendre le dossier qu'avait créé Feu Oumar Ndao, le directeur de son âme. Moi, j'ai le dossier. Il avait créé ce qu'on appelait les pôles culturels, 8 pôles culturels. Pôle art plastique, là où tu crois il y a Canal Plus. Pôle musique et danse, là-bas où il y a, comment ça s'appelle, Sadia. Pôle culturel théâtre à Grand-Yo, pôle culturel cinéma à El Mansour. Il voulait commencer par El Mansour, mais il y a eu un problème avec le chef d'avion, etc. Et dans ces pôles, ce n'était pas seulement chaque pôle a une salle de spectacle de 500 places. Mais autour, il y a des bâtiments, comme ici par exemple à l'eau matériel, où l'artiste plasticien peut créer des écoles de formation pour les enfants, c'est-à-dire des activités qui rapportent à ces gens. Et il disait une troupe théâtrale. Moi, en tant que mairie, parce qu'il était le directeur de la culture de la mairie, parce que moi j'avais assisté à quand il développait ça. Et après, il m'avait pris même comme expert dans des trucs comme ça. Alors, mais il disait que si tu as une troupe théâtrale, au lieu de tendre la main comme ça, tu me proposes une tournée sur ces 8 pôles, et moi je te donne au moins une petite subvention pour que tu puisses faire tes billets. Mais tu fais payer. Et la troupe théâtrale, tu fais payer 500 fois 8, ça fait 4000 places, tu fais 1000 francs même, c'est quelque chose. Et tu fais tout, si c'est demandé, et il te dit tu peux prendre des sponsors. Voyez donc, c'est comme ça les troupes, elles vont s'autonomiser, etc. Alors donc, je crois que, et moi je me dis que le ministère de la Culture devait prendre ce projet. Bon, maintenant il est décédé, mais je ne sais pas, il y a eu des problèmes de droit d'auteur. Il suffit tout simplement que tu t'approches de la famille et prendre cette chose et l'étendre à toute la... c'est-à-dire améliorer, c'est-à-dire c'est comme les centres culturels régionaux, mais il faut l'améliorer dans ce sens qu'il y a plein d'activités où tous les arts se développent
mais de manière autonome. Merci. Mais pas qu'on nous donne des subventions. Les subventions intellectuelles, mais c'est pour impulser. Merci, c'est pas de le monde, quoi. Merci grand Amadou. La parole, je vois une main levée. Si on peut être prêt, s'il vous plaît, il est tard. Excusez-moi, j'étais long. Si on peut être prêt, s'il vous plaît. Je vais poser la question, parce que, mais ça c'est juste une petite parenthèse, c'est qu'au départ, la première fois que tu donnes la parole à Ibrahima, tu dis tu as 2 minutes. Ton doyen parle, tu le laisses parler. On ne coupe pas les doyens. Attends, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est culturel? Maintenant, ma question. Ma question est la suivante. Non. La question que j'ai envie de poser. Moi, je n'ai même pas 30 secondes. Dans 30 secondes, j'ai fini. Alors, il est question de politique culturelle. Je pense que chacun d'entre nous sait ce que c'est la politique. Chacun d'entre nous semble savoir ce qu'est le culturel, ou la culture de manière générale. Mais quand on parle de politique culturelle, c'est un autre concept. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par politique culturelle? Est-ce que, quand vous parlez de politique culturelle, j'ai envie de vous demander, est-ce que le zikr des Tidjanes, je pense à Serigne, est-ce que ça fait partie de la culture? Est-ce que les tenues Baïfal font partie de la culture? Est-ce que la cuisine et le Mbakhalou Saloum font partie de la culture? Est-ce que les fers et autres tresses des femmes font partie de la culture? Je vous remercie. Ça, c'est notre panel. Qui d'autre là-bas, peut-être? Ah, on a un architecte. Je ne vais pas parler d'architecture, même si je suis très déçue qu'on n'ait pas parlé d'architecture ni de patrimoine culturel. Ma question, elle portait plus par rapport à ce que vous avez évoqué des visions des présidents. Vous avez parlé de la vision culturelle de Senghor, vous avez parlé de la vision d'Abdou Diouf, vous avez parlé de la vision d'Abdoulaye Wade, personne n'a évoqué Macky Sall. Donc je me posais la question de quelle a été sa vision, est-ce qu'on peut faire un bilan de sa vision culturelle et est-ce qu'on peut déjà esquisser une forme de vision pour le gouvernement actuel? Merci. Oui. Après peut-être qu'on va leur donner la parole, sinon les questions vont se faire. Alors bonsoir et merci pour les présentations et les éclairages que vous nous avez apportés. J'aimerais savoir si le livre est disponible et si on pourrait déjà aujourd'hui le commander ou le précommander. Moi je vais être un peu provocatrice. Je vais dire que même si ce n'est pas mon président préféré, je trouve que ce que Senghor a fait pour notre pays, pour la culture, personne d'autre ne pourra peut-être jamais le faire. Je m'explique. En étant un homme de lettres et de culture, et en défendant autant, justement, un ADN culturel africain, je trouve que Senghor avait largement tracé la voie. C'est-à-dire qu'en fait, même si je comprends tout à fait ce que le professeur Wan a dit, que Diouf avait sa manière à lui de faire, je trouve que malheureusement, ils n'ont pas assez exploité le socle qui était laissé par Senghor. Quand on pense au commissariat d'exposition qui a disparu, quand on pense à la maison de la culture qui a disparu, quand on pense aux éditions, des éditions africaines, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, Senghor avait même pensé justement à pouvoir produire, on avait cette capacité de pouvoir documenter par écrit. Tout ça, c'est une perte immense. Et aujourd'hui, ce sont des embryons de vision, et vous l'avez bien dit, madame, mais ma provocation vient dans le fait où je pense que tant qu'on n'a pas un chef d'État, ou tant qu'on n'a pas des hommes d'État qui intègrent en eux-mêmes la valeur culture, on ne pourra malheureusement que rêver
de reprendre le statut que nous avions. Voilà en fait le problème fondamental de ce pays. Et pour ne rien améliorer, les Sénégalais ont un ego démesuré. Chaque Sénégalais arrive en se disant « je sais mieux, je fais mieux ». Et malheureusement, on a des répliques tout le monde a des idées extraordinaires, mais mettons-les en commun. Faisons quelque chose qui fait que tout le monde en profite. Et madame a raison. Effectivement, d'une certaine manière, aujourd'hui, à quoi ça sert de s'être penché sur quelque chose pour que 2 ans après, parce que quelqu'un d'autre est arrivé et que lui, le folklore, c'est ce qui l'anime, eh ben qu'on aille dans une autre direction. Voilà, en fait, où on doit vraiment pouvoir se dire les vérités. Est-ce que nous arriverons un jour à égaler la vision de Senghor et à accepter qu'il avait posé les bases? On a beau lui reprocher tout le reste, il avait posé les bases. Ces jalons-là, on n'aurait jamais dû les perdre. Je vous remercie. Merci, merci madame. Bonsoir, Babila Signaé, président du réseau Arterial Network et directeur du festival de Joral. Je remercie Doro Matériel pour avoir créé cet espace de discussion. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, on en discutait avec Kisco, que nous avions besoin au Sénégal d'avoir ce genre d'espace et de pouvoir rassembler les acteurs autour de certaines discussions. Et je remercie, je félicite surtout le professeur Juan pour cet ouvrage et tous les contributeurs, car je pense que ce sera une bible pour pas mal d'acteurs culturels qui pourront s'en servir. Et une question pour le professeur, j'espère que cet ouvrage fera aussi lieu de discussion dans les régions. Il faudrait que dans chaque région, qu'il y ait une petite délégation qui puisse se déplacer et puisse discuter avec les acteurs locaux. Tout à l'heure, Madame Okoudjadiagne a parlé de certains problèmes d'infrastructure. Le professeur a parlé de Sorano, 1000 places en tant que régisseur général. Je vais corriger, c'est 800 places. Il y a 100 places, ce sont des servitudes de Sorano. Les autres 100 places, elles sont détruites, elles ne sont pas, on peut pas les utiliser. Ça, ce sont des réalités. Nous avons ce problème-là aujourd'hui au Sénégal, problème d'infrastructure. Au niveau de Dakar, j'en parle même pas au niveau des régions, mais déjà au niveau de Dakar. Si on prend en comparaison avec la Côte d'Ivoire, là-bas, tous les acteurs culturels, tous les artistes qui soient dans le stand-up ou dans la musique, ils ont une salle mythique, une jauge pour pouvoir montrer leur talent. La salle Anouabou, 4000 places. Aujourd'hui au Sénégal, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Grand Théâtre, 1800 places et encore. Donc je pense que nous devons encore beaucoup plus travailler de ce côté-là, à avoir des infrastructures et surtout, nous devons renforcer la jeunesse. Car je donne un exemple, moi, au niveau de Joral, je me suis rendu compte que pas mal de jeunes qu'on essaie d'encadrer, j'en perds la moitié. Sur un ratio, par exemple, de 20 jeunes qu'on commence à former au bout d'1 an, ils n'ont pas le temps, ils arrêtent. Et je me retrouve à recevoir des messages de ces jeunes venant d'Espagne parce qu'ils ont pris les pirogues. Ce sont des pêcheurs, des capitaines. Ils savent comment y aller. Ils sont en Espagne et ils ont un problème. Et là, ils me demandent des cartes de BSDA. Ils me demandent pouvoir que je leur envoie les documents pour pouvoir intégrer l'économie culturelle de ce côté là-bas. Alors que s'ils avaient attendu un peu plus, ils auraient peut-être pu bénéficier. C'est vrai qu'on a ce problème-là au Sénégal. Les choses prennent beaucoup plus de temps et les gens ne se parlent pas. Je pense que nous devons énormément discuter. Et ce dialogue-là, je pense que Khoudia et Professeur Wan, nous nous retrouvons souvent dans des pays de la sous-région, dans des espaces de discussion. Et quand on regarde combien de festivals, combien de rencontres qu'on peut avoir ces mêmes espaces au Sénégal, on n'en a pas beaucoup. Donc nous devons renforcer ce côté-là. Et je pense que promouvoir aussi les champions. Tout à l'heure, je pense que c'était hier, il y a quelqu'un qui parlait d'un festival de danse qui risque de s'arrêter pour un problème de financement. Mais pourquoi on doit aller toujours sur un modèle gratuit? Nous devons forcer les gens, forcer la population à contribuer. Aujourd'hui,
Nous avons un gros boom technologique. Nous avons énormément d'ingénieurs au Sénégal. Pourquoi nous n'essayons pas de faire ce pont-là entre la finance? Ce pont existe déjà entre la finance et la technologie. Mais nous devons aussi créer ce pont vers notre univers culturel. Je pense que comme ça, on pourra un peu récupérer les fruits de nos labeurs et on ne sera pas inquiet par rapport à nos productions. Merci. Merci beaucoup, merci. Pour moi, publiquement, j'ai invité Ibrahima Wane à venir présenter son livre à Tambacounda. De ce côté-là, il n'y a personne qui a posé une question. Vous avez tout compris. Merci. Et moi ici. Oui, après je donne la parole peut-être à madame. Si on peut faire vite parce qu'il est tard, après on donne la parole au... Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux panélistes. Bon, en fait, moi, j'ai une question. Dans beaucoup de rencontres, on parle souvent des IA et des numériques, par exemple, dans le monde de l'art. Et moi, je suis convaincue que, en fait, c'est un peu risqué, par exemple, les IA et les numériques. Pour les artistes, je prends l'exemple, par exemple, des artistes peintres. Il y a beaucoup de tableaux qui sont réalisés grâce au numérique. Moi, par exemple, ça me fait mal d'aller au théâtre, au Grand Théâtre, de voir un tableau et voir que vraiment c'est réalisé par le numérique. Donc, j'aimerais poser la question à Madame Koudia. Comment, par exemple, l'IA ou bien les numériques là, peuvent vraiment aider le monde de l'art? Il y a d'autres problèmes aussi que je voulais soulever parce que je suis enseignante au lycée Lamine Gueye. Donc, on voit que les activités, par exemple, artistiques, le plus souvent, c'est relégué au second plan ou bien même c'est interdit, voilà. Et ça pose problème aussi. Merci. Merci, madame. À toi. Non, je voulais juste signaler la présence d'un des contributeurs, plutôt une contributrice, Vidia, Tambi, qui a contribué par un texte dans le livre, puisque hier on ne l'a pas vu là-bas. Bon, c'est pas pour faire un reproche. Ah. Et Babacar Diouf aussi, il a un texte dans ce livre, disponible à l'Armatan Sénégal. On va faire de la publicité. Oui, pour madame, vous pouvez l'avoir à l'Armatan. Voilà. Et sur l'architecture, quand Ibrahima Wane parlait de la formation, évidemment, il y avait beaucoup d'écoles, l'école des arts, avec ses sections, art dramatique, musique et autres. Il y avait aussi l'école d'architecture. Et il y avait Moudra Afrique, beaucoup de chorégraphes qu'on voit aujourd'hui dans quelques pays africains, surtout francophones, parce que c'était aussi soutenu par l'UNESCO, sont sortis de cette école-là. Je cite Irène Tassambedo du Burkina, dirigé par Germain Aponi, Feu Keïsi Bousso, le premier administrateur du Grand Théâtre. Donc il y avait, à côté de tout ce que il y a eu comme réflexion, comme vision et autres, et puis des espaces, il y a eu ce volet formation auquel Senghor a pensé. Et dans ces projets, il y avait la Cité des Arts, qui devait aller sur la corniche, et que Wade a repris à sa manière, en disant que je fais le parc culturel, de là où se trouve Canal Olympia, jusqu'à la gare, et en y implantant un certain nombre d'infrastructures. Donc on a vu deux. L'école d'architecture. Oui, l'école d'architecture, le Grand Théâtre, le musée, la place de la musique, la maison des archives. C'était les 7 merveilles. Bon, on a 2 merveilles, ça va. C'est le tiers, on peut applaudir. Merci. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que madame disait tout à l'heure. Madame Ndiaye, non, madame. Voilà. Madame Tal, voilà. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à tout ce qu'a fait Senghor. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait le bilan. Et je pense que c'est important qu'on le fasse. J'étais en discussion avec des collègues et même la directrice d'accueil nationale pour voir le nombre de boursiers qui sont partis donc pendant les 20 ans de Senghor, qui sont partis et dans la musique, dans la danse, dans le théâtre, dans le cinéma, tellement dans les arts plastiques. Beaucoup sont partis.
avec des bourses. Certains sont revenus, d'autres sont restés. Mais on n'a jamais fait ce bilan-là. Je pense que c'est important qu'on fasse ce bilan des bourses données par Senghor à l'époque, dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Et on s'est rendu compte que beaucoup sont rentrés, mais beaucoup aussi sont restés là-bas. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je donne la parole maintenant aux deux panélistes pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Contribution très importante. Oui, bon, déjà, pour le livre, je pense que c'est une coïncidence. Ce n'est pas une cérémonie de présentation, encore moins de publicité. La cérémonie officielle de présentation, donc la première cérémonie a eu lieu hier au centre de Senghor. Bon, il y a une coïncidence. Le livre arrive au moment où ces sessions-là sont programmées. Et Babacar a embrayé dessus. Et c'est aussi pour dire que ces questions sont évoquées dans le livre. Par exemple, il y a au moins 2 chapitres, 2 contributions qui font une sorte de traversée de Senghor à Macky Sall. Il y a même un texte pour ce titre-là, politique culturelle du Sénégal, de Senghor à Sall, 1960-2024. Donc, voilà. Il ne faut pas que je commence par tuer le livre, alors que je suis supposé le vendre. Mais moi, je peux dire 2 mots sur la période Macky Sall, parce que c'est la période la plus récente. C'est difficile, on n'a pas le recul qu'il faut. Donc, si je voulais la différencier ou la rapprocher de celle qui précède, il faut quand même commencer par dire que Macky Sall a été Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Et a, par exemple, conduit le processus de mise en œuvre de la question du droit d'auteur. La loi sur le droit d'auteur, adoptée en 2007, promulguée en 2008, c'était sous, je ne sais pas si l'expression Premier ministère de Macky Sall existe, c'était sous Macky Sall comme Premier ministre, c'est lui qui était en contact direct avec les acteurs. Et ce qui fait que ça a continué avec la question du statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Mais les 2 faits marquants les plus importants, c'est le FOPICA, qui est quand même une première, je pense, en Afrique, le fonds de promotion de l'industrie cinématographique audiovisuelle qu'il a mis en place après les succès du Sénégal au FESPACO. Le deuxième fonds, c'est le fonds de développement des cultures urbaines. Mais ce que je disais, qui est valable pour les 4 présidents, c'est que c'est véritablement les grands projets ou les grandes actions viennent souvent du président de la République. Pas seulement la vision, mais même l'action directe. Et c'est pour ça que quand on n'a pas un président qui a soit cette vision ou bien qui a cette activité, voilà ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, ce qui fait qu'au niveau où s'élaborent les politiques culturelles que veut Koudia, bon, c'est beaucoup plus timide. Soit on essaie d'interpréter les rêves du président, ou bien on essaie de mettre en œuvre ses propres rêves qui sont souvent peu ambitieux. On n'a même pas le temps de réfléchir. Donc, de ce point de vue-là, les 4 présidents ont eu la même démarche. Les projets culturels sont portés par le président, soit par sa vision, par sa passion, ou sa réactivité à des revendications ou à des pressions. Donc, ça c'est voilà pour tous. Le reste est dans le livre, évidemment. Alors, pour Senghor, je peux faire rapidement le même parallèle. On ne peut pas aussi parler de Senghor, 1960, 31 décembre 1980, et oublier qu'il a eu un premier ministre pendant 10 ans, février 1970, décembre 1980, et que ce premier ministre s'appelait Abdou Diouf. Ça aussi, c'est un problème historique. Donc, Abdou Diouf non seulement a été 10 ans premier ministre de Senghor, mais il a été directeur de cabinet, doublé du secrétaire général de la présidence de la République entre 1963 et 1966. C'est Abdou Diouf qui était le patron administratif du Festival mondial des arts. Ça aussi, il faut le savoir. Parce qu'en 1966, il n'y a pas de ministère de la Culture. Il y a un secrétariat d'État, plutôt un commissariat aux arts et lettres. Mais c'est Abdou Diouf qui tenait tous les leviers. Ce commissariat est rendu compte directement. Donc, c'est Abdou Diouf qui tenait le bras administratif du Festival mondial des arts. Ça, c'est facile à vérifier. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est trop facile et même paresseux, voire très malvenu de dire Senghor blanc, Abdou Diouf noir. Ce n'est pas possible. Deuxième élément, c'est Senghor qui, en partant, nous dit que voilà le monsieur qui va régler vos problèmes. Technocrate, administratif, il était là avant, il sait quelles sont les difficultés, il connaît les contraintes, il connaît les opportunités. Donc, même si Abdou Diouf est catastrophique, c'est Senghor qu'on va commencer par les juger. Donc, c'est important. Ensuite, le contexte de doyen Larki, le contexte dans lequel il arrive. Moi, j'appartiens à la génération 88-90.
s'il y a des gens qui ont combattu la c'est nous, élèves et étudiants. Mais comme je cherche avec le recul, je ne peux pas garder les mêmes. Et j'ai changé de lunettes depuis longtemps. Donc je ne peux pas garder le même regard sur ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est à la limite passionnant pour quelqu'un comme moi qui a tout fait pour qu'il parte du pouvoir. De regarder tout ça avec le recul qu'il faut. Donc c'est avec lui, il est tellement conscient de ça, du poids de Senghor d'abord, qu'il l'écrase au point de vue de l'aura culturelle. Et ensuite, de la nécessité quand même de s'adapter. C'est pour ça qu'il y a des initiatives extrêmement importantes. On ne va pas les répéter. Donc, et ça, même si Senghor était resté, les difficultés étaient déjà là. Senghor qui dit en 73 que la fête est finie. Il dit en 73. Les belles fêtes d'indépendance, la danse là, c'est fini. Bon, c'est sérieux maintenant, là, il y a la sécheresse. Et c'est pour ça que le musée des civilisations noires a été remis au calme grec. Il disait, bon, peut-être si le pétrole vient, mais là, c'est fini. Il a reporté après. Il a envoyé les gens se former. Certains sont rentrés, ils sont reconvertis, d'autres ne sont pas rentrés. Parce qu'ils ont su qu'il n'y aurait pas de musée. Donc, l'histoire est beaucoup plus complexe, quoi. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Et effectivement, ce que Senghor a laissé, c'est la serre encore de base. Heureusement qu'il y a des choses encore, pas seulement présentes dans les esprits, dans les actions, mais qui sont même présentes en termes de ciment et de fer. Le Sorano est encore là, les manufactures sont encore là, le musée dynamique est encore là. Voilà, et c'est ça là, voilà justement une des erreurs que Diouf a essayé de réparer pendant tous ces 20 ans. L'erreur du musée dynamique, ça l'a poursuivi jusqu'à la fin. Et l'erreur du musée dynamique n'est pas étrangère au fait d'affecter tout à fait la résidence de Médina dans la culture. C'est pour réparer tout ça. L'erreur du village des arts n'est pas étrangère au village des arts, au campement chinois. Donc, Diouf est tellement conscient de ça qu'il a essayé de réparer. Voilà, la Galerie nationale d'art, c'est avec lui. Donc, c'est difficile de faire de l'opposition. Bon, c'est bien de faire de l'opposition, mais aussi il faut aller au-delà. Il y a eu des erreurs, il y a eu des maladresses, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et Wade évidemment reprend Senghor, c'est évident, parce que c'est la génération entre Senghor et Diouf. Il y a des choses, il dit qu'il était témoin, il dit que Senghor lui a donné les plans de la Cité des Arts, entre autres, et il a refait le troisième festival mondial, etc. Il était à la conférence de 59 avec Senghor et tous les autres. Bon. Voilà, de Paris 56, Rome 59. On voit bien sa coiffure. Très facile à reconnaître. La photo de présence africaine. Oui, Sorano. Oui, bon, Sorano, officiellement, quand Sorano est livré en 1965, c'est 1121 places. Bon, je dis 1200, tout le monde dit 1200. Sorano, c'est 1121 places. Bon, normalement, les servitudes, c'est les 121. Donc, il y a quand même au moins 1000 places. Après, il y a des sièges dégradés, etc. Donc, voilà, c'est ça un peu Sorano. Oui, le Grand Théâtre arrive avec Abdoulaye Wade. Le Grand Théâtre, effectivement, c'est une opportunité, mais c'est une équation aussi. Parce que c'est l'ère des... Vous avez donné l'exemple pertinent de parler de la culture d'Abidjan. C'est tout un complexe avec différentes possibilités. Le Grand Théâtre est devenu une équation pour beaucoup de gens parce que les premières années du Grand Théâtre, c'est la nouveauté, c'est le Grand Théâtre, c'est le grand spectacle. Mais c'est 1800 places, au moins 1500 places le ticket. Le salon, c'était finalement moins le spectacle qu'on lui donne que le record de remplir le Grand Théâtre. Alors qu'il y a des spectacles pour 400 places, il y a des spectacles pour 1000, voyez un peu. Donc, il faut trouver plutôt un complexe qui permet de donner la place à chacun. D'ailleurs, beaucoup reviennent à Sorano. On retrouve le charme de Sorano. Parce que, voilà. Mais ça ne devrait pas être opposé, en fait. Voilà. Bon, je pense que je peux laisser les morceaux les plus difficiles à Poudia. Merci beaucoup, professeur. Je pense que finalement, vous avez répondu à toutes les questions. Moi, j'étais particulièrement intéressée par la première question de madame concernant les réalisations du président Macky Sall, parce que justement, moi, j'ai été responsable pendant ces années-là. Et heureusement que le professeur est revenu là-dessus. Tous les fonds les plus importants de la culture ont été mis en place par le président Macky Sall. Mieux, les fonds qui existaient ont été doublés, d'autres triplés. Donc, pourquoi le focus sur les fonds? C'est parce qu'à ce moment-là, on parlait plus du développement de la culture, de l'économie de la culture. Donc, on s'était dit que renforcer ces fonds d'investissement et de promotion pourrait permettre aux acteurs de pouvoir mettre en place de véritables industries. Je vais en profiter peut-être pour
dire que ces fonds, en réalité, ont toujours, moi je fais la différence, hein, ont toujours permis de promouvoir la culture, mais pas de développer des industries. Donc aujourd'hui, il est important de mettre en place et de dissocier ces deux mécanismes-là de promotion de la culture, parce que ce qu'on fait aujourd'hui avec ces fonds-là, c'est vraiment promouvoir la culture. C'est de la promotion. Le paradigme a changé. Il faut aujourd'hui penser à mettre en place un mécanisme. Je ne parle pas d'un fonds gratuit, mais en tout cas d'un mécanisme, d'un fonds de garantie, tout ce qu'on voudra, pour si on veut vraiment, réellement développer les industries culturelles créatives, il faudrait qu'on change de manière de gérer les fonds qui sont au niveau du ministère de la Culture. Et bien sûr, intégrer toutes les autres bonnes volontés, secteur privé, mécénat, pour pouvoir bâtir une réelle industrie culturelle et créative. Voilà, ce que je voudrais aussi dire, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure, concernant Senghor, je ne suis pas historienne, mais je sais qu'il a fait beaucoup de choses, comme Madame l'a dit, mais heureusement aussi que le professeur est revenu sur tout ce que les autres ont fait. Et il faut dire aussi que les contextes étaient différents. Et chaque contexte appelait une manière de faire différente. Donc, chacun des présidents qui sont passés ont agi par rapport au contexte actuel. Concernant l'éducation artistique à l'école, moi, personnellement, je suis une fervente défenseur de cela parce que quand je venais, j'étais au niveau de la cellule d'études et de planification, on avait justement ces lettres de politique qu'on élaborait. Et quand on élaborait celui de l'éducation nationale, puisque la culture est transversale, ils nous ont conviés. Et ce n'était même pas les lettres de politique sectorielle, c'est le PSE 2. Donc, on était en train d'actualiser le programme d'action prioritaire et ils ont demandé au ministère de la Culture de venir faire partie des travaux. Il était question, en ce moment-là, de nous mettre soit dans la transformation structurelle de l'économie, soit dans le capital humain ou dans la gouvernance. Donc, c'était une bataille. Et automatiquement, ils nous ont mis dans la transformation économique, structurelle de l'économie. Parce que, justement, avec cette nouvelle vague d'industrie culturelle et créative, et moi, je me rappelle que j'étais avec un collaborateur, nous étions battus pour qu'en même temps, on puisse nous mettre dans celui du développement humain. Parce que c'était important pour nous que la culture soit là-bas pour pouvoir se battre et avoir des actions au niveau de l'éducation nationale, comme par exemple intégrer justement ces filières artistiques et même culturelles. Moi, je pense que j'en discutais avec ma collègue Fatou. Il y a quelque chose qu'on devrait savoir. Moi, je pense que pour façonner un citoyen, c'est à bas âge qu'on doit le faire. Et quand j'ai donné l'exemple de la Biennale, de la dernière édition de la Biennale, elle était bien populaire, c'était bien accueilli par tout le monde, mais moi, c'est pas la vision que j'ai eue. Parce que quand nous, on a eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, on a vu qu'il y avait un rush, c'est vrai. Mais les gens, la plupart des jeunes qui étaient là-bas ne savaient même pas pourquoi ils étaient là-bas. D'où l'importance d'éduquer ces enfants à la culture, à l'éducation, et je pense que c'est à très bas âge qu'on peut le faire. Pour exemple, ils étaient en train de faire plein de snaps dans les... voilà, et vice-versa. Pour l'IA, je pense que c'est une... Voilà, à l'époque. Je me tiens mal pour bien, ils sont venus nombreux, ils ont cassé des œuvres, ils ont fait des... Tout à fait. C'est mal pour bien. Voilà. Donc voilà. Donc pour l'IA, je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui s'impose à nous. On est obligé de faire avec. Maintenant, c'est peut-être prendre les bons côtés et d'en profiter. Même dans l'Occident, c'est un véritable casse-tête. Je pense qu'il va falloir qu'on gère encore un peu. En tout cas, moi, je ne peux pas donner la réponse par rapport à l'IA. En tout cas, moi, aujourd'hui, je l'utilise pour beaucoup de choses parce qu'on va dire qu'il a beaucoup de côtés positifs, comme d'autres choses aussi. Hein. Les réseaux sociaux aussi sont là depuis des années. Certains les utilisent à mauvais escient, d'autres les utilisent bien. Donc, je pense qu'il faut être juste responsable. Et aussi, essayer aussi de cadrer. Je sais qu'au niveau de l'UNESCO, ils ont mis en place tout un groupe pour réfléchir sur comment cadrer l'IA, justement. Et je pense que ça va certainement se répercuter sur nos pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais c'est ce que j'avais gardé. Merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur Macky Sall. C'est avec Macky Sall aussi que le budget de la Biennale a été doublé. Parfait. Ça, c'est tout Macky Sall. Voilà. Il y a une question à laquelle je me permets de répondre à notre place. Nous avons bien travaillé. Oui.
la question de Thierno Cissé. C'est un côté Mactar qui parle. La question de Thierno Cissé. Il dit, est-ce que le zikr, le Mbahalou Saloum et tout ça. Mais moi je réponds par une phrase. C'est que si le zikr, le spirituel et tout ça, le Mbahalou Saloum, c'est-à-dire le ventre, les djaldjali, les bayas comme on les appelle au Mali ou au Burkina, ne font pas partie de la culture, mais on ferme l'école. On ferme. Parce que c'est des aspects qui rythment la vie des gens tous les jours, dedans, dehors, ça fait partie. Bon, ça n'exclut pas la lecture, le cinéma et l'autre remarque que je veux faire et que je tire comme leçon de ce panel, c'est qu'avoir une lecture des trajectoires de politique culturelle appelle, comme l'a dit Juan, à nuancer, à mettre les choses en contexte, à savoir que tel a posé les bases, tel a fait les choses selon le contexte du moment. J'ai discuté une fois avec Souleymane Bachir Diagne, qui a été conseiller culturel d'Abdou Diouf, au moment où justement la réflexion c'était comment, dans un contexte économique différent, difficile, marqué par les politiques d'ajustement structurel, développer une politique culturelle pour rester collé à la vocation que le Sénégal s'est donnée. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu toutes ces manifestations que Juan a citées. Et la deuxième remarque, c'est que, comme c'est une conversation introductive, il y a des possibilités. Aujourd'hui, ça me permet de dire qu'on pourra faire peut-être un panel sur l'architecture, comment la ville aujourd'hui est défigurée, comment on est en insécurité au point E parce qu'il y a tellement de grues dans les rues, parce que R+8, R+20. Et puis, un panel peut-être sur le cinéma. Senghor a oublié peut-être le cinéma, pas tout à fait, parce que c'est dans le contexte senghorien quand même que Sembène a fait ses films, que Paulin a fait ses films, Ababakar Sam, Mahama Johnson. Donc, mais ce n'était pas articulé de manière assez... Oui, mais je sais, mais ça mérite qu'on en débatte. Bon, j'ai été long, j'ai abusé de moi. Oui. Nous sommes restés passéistes, nous sommes restés sur hier. Je suis très désolé parce que nous sommes restés sur hier, alors que nous sommes au 13. C'est le 13 février. Que faisons-nous de notre présence? De notre présent? Et pourquoi j'ai l'impression qu'on a du mal à aborder aujourd'hui et demain? Qu'est-ce que nous allons être demain? Parlons de la biennale, de la prochaine biennale. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Quel est le relent culturel qui devrait nous préoccuper dans ce Sénégal d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi l'avez-vous survolé? Pourtant, j'ai posé la question, quelle leçon... J'aimerais bien que... Quelle leçon J'aimerais bien qu'on en parle. Je suis désolé que demain doit exister. Et nous sommes aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est Serigne Ndiaye, artiste, enseignant. Merci Serigne. En fait, j'ai posé la question pour dire quelle leçon peut-on tirer des politiques donc, de Senghor, de Wade, et de tout le monde pour, en tout cas, construire une politique culturelle demain. Voilà. C'est une question qui a été posée. Hein. C'est celui qui a parlé, donc un talibé pour répondre. Donc je pense qu'il y a un thème, c'est les héritages. L'urgence ou l'importance de commencer par le commencement. Parce que justement, on a un problème avec le passé, on a un problème avec le patrimoine, on a même un problème avec... On est le 13, mais beaucoup de gens ont oublié ce qui s'est passé le 12. Hein. Ça aussi, c'est une grande question. Même ce matin. Pour avancer, il faut... je pense que c'était un peu ça, quand même, l'état de il y a au moins 5 à 6 sessions qui seront... qui viendront. Et j'aimerais bien qu'il ne soit pas là au prochain, à un des panels qui soit ici. Et que nous, on soit de l'autre côté. On est aujourd'hui, mais on est aujourd'hui 20h, 21h, il faut qu'on aille manger.
Défi et enjeu. Le thème c'est héritage, défi et enjeu, donc on ne pouvait pas ne pas parler du passé. Est-ce qu'on fait la Susco? Non. Prendre la parole. Voilà, le dernier. Yes. En fait, j'ai l'impression que la culture, la politique culturelle et la politique commencent depuis l'indépendance. C'est intéressant. On peut remonter encore loin, parce qu'il y a des choses qui ont existé et qui ont donné naissance à cette politique culturelle. Est-ce qu'on peut commencer à parler de ça avant l'indépendance, ce qui a été là? J'entends beaucoup les gens parler d'économie culturelle. La culture n'a pas besoin de rien, ne demande rien. Elle a besoin de mouvement et de verbe. Et c'est là qu'on demande aux acteurs culturels comment faire avancer notre culture. Et ils sont peu. Ouais. Et on les réclame beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des réactions. On est là. Si vous voulez réagir. Bon, on est obligé de commencer par quelque part, hein, parce que si on commence, si on remonte à une période où on présente les indépendances, soit on choisit de mettre le curseur, comme on dit, sur la période coloniale, donc sur la politique culturelle coloniale, ok, on peut en parler, ou bien on pense que c'est pas assez loin, on va remonter à la Dior, la Ndiaye, etc. aussi, qu'on choisit. Donc, je pense que pour certains, déjà 1960, c'est très loin. Déjà 2000, pour certains, c'est la préhistoire. Donc, on se dit, si on va jusqu'en 60, quand même, ça donne 65 ans. Mais effectivement, on peut remonter très loin. Mais si on remonte juste avant, c'est la période coloniale. Par exemple, 60, moi je parle de 60, c'est l'indépendance. Mais 57, 60, par exemple, c'est la loi 4. Il y a un gouvernement. D'ailleurs, beaucoup commencent par ça. Parce qu'il y avait un ministère de l'éducation de la culture à partir de 1957. Et celui qui l'occupe s'appelle Amadou Watango. C'est le premier, il a occupé ça. Bon, il n'y a pas encore véritablement de politique culturelle. On est dans l'entre-deux. On n'est pas indépendant, on sort de la colonisation, etc. D'ailleurs, il fait appel un an. Parce qu'en 1958, il divorce avec Senghor. Il sort du gouvernement parce qu'il est pour l'indépendance immédiate. Après, il y a quelqu'un qui est là pour 3 mois, un autre pour 6 mois. Et à l'indépendance en 60, on a un ministère de l'éducation. C'est en 62 qu'on revient à l'éducation culture. Donc on peut choisir. Mais il n'y a pas encore véritablement de politique culturelle, encore moins sénégalaise avant 1960. Sauf si on va au royaume, aux empires, à l'empire du Mali, etc. On peut aussi. En fait, il faut distinguer la culture en tant que telle et la politique culturelle. La politique culturelle a véritablement commencé, donc, comme il l'a dit, avec l'indépendance. En tant qu'institution. Et puis, les politiques culturelles, les politiques culturelles dont on parle ici, ce sont nos politiques culturelles. Quand on est devenu État, à partir de 1960, ce qu'on a développé. Ce qui a été développé ici en notre nom pour la colonisation, on peut en parler comme dit Wale. Et puis, dans la politique de Senghor, il y a eu aussi une logique dans la vision de transformation, de réinterpréter ce qui a été fait, ce qui a été laissé par la colonisation. Il a parlé du théâtre du Palais. C'était le théâtre de l'AOF, qui se trouve tout de là où il y a la place de l'indépendance dans la zone là-bas, et qu'on a requalifié d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est le directeur du théâtre du Palais qui est devenu le premier directeur de Sorano, Maurice Sonar Senghor. La Maison des Arts de la Fédération du Mali qui a évolué, Institution nationale, École des Beaux-Arts, École nationale des Arts, c'est cette histoire-là. On adapte dans leur vocation les institutions qui étaient là parce que nous voulons tracer une rupture. Maintenant, on peut parler de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali, de la charte de Kouroukan-Fouga, de l'Empire Songhai, du Djolof, du Kadior, du Walo. Effectivement, c'est intéressant parce que ça peut constituer évidemment une base. La colonisation a été une parenthèse. La reconnexion avec ce corpus-là aussi peut être un sujet de débat. Mais là, on a voulu
tracer un cadre à partir de 1960, les héritages, les enjeux qu'il y a. Je pense que nos deux panélistes ont bien campé avec les questions de Babacar le sujet. Et encore une fois, c'est l'ouverture d'un cycle. Au mois de mars, au mois d'avril, il y a 2 sessions par mois pour en parler avec des illustrations, des films et de la musique. Merci. Merci à Babacar. Donc, on s'arrête là. Encore Bon, moi, je peux faire une communication sur le mécénat d'art de Sundiata à Sall, mais il faut qu'on ait beaucoup de temps. De Sundiata à Macky Sall, donc du 13e au 21e siècle. Ça, rien de Merci vraiment. Merci beaucoup à tout le monde. Ça fait un plaisir. Merci.